Bienvenue, bonjour à tous. Les titres de ce 13h. Relance de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga a été reçu hier en audience par le président de la République Alassane Ouattara. Toujours en Côte d'Ivoire, à Sonvoué, dans le centre du pays, la nouvelle chapelle Notre-Dame de Toute-Grâce, inaugurée hier dimanche. La première dame, Dominique Ouattara, a assisté à cette cérémonie. Enfin, autre inauguration, celle du château d'eau de Koro dans la région nord du pays. La réalisation de cet ouvrage s'inscrit dans le cadre du programme Eau pour tous. Merci de nous rejoindre. Je vous l'annonçais dans les titres, le Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga est à Abidjan depuis hier dimanche. Le Mali veut ainsi relancer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Soumeylou Boubèye Maïga a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. À noter qu'avant les échanges avec le président de la République, Alassane Ouattara, le Premier ministre malien a rencontré son homologue ivoirien, Soumeylou Boubèye Maïga, et Amadou Gon Coulibaly ont parlé de la coopération entre leurs deux pays. Cet entretien a été suivi d'un déjeuner de travail. Le point avec Herman Guivet. 10h34, le Premier ministre malien, Soumeylou Boubèye Maïga, est en terre ivoirienne. Accueilli sur le tarmac du GATL par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, Soumeylou Boubèye Maïga et Amadou Gon Coulibaly donnent le ton de ce en quoi consisteront leurs échanges. Une visite de travail du Premier ministre malien qui permettra également d'aborder des sujets en rapport avec la coopération entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Je suis venu ce matin à Abidjan pour voir mon ami et frère Amadou, le remercier pour la présence qu'il a eue à nos côtés avec le président de la République à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance et de l'investiture du président. Et puis reprendre un certain nombre de dossiers que nous avions commencé à traiter depuis l'année dernière, et non, au cours même de cette année, notamment des dossiers de coopération bilatérale en matière, dans le domaine économique notamment. Et puis, bon, vous savez, tout cela traduit aussi la qualité des relations d'amitié et de fraternité qu'il y a entre nos deux pays, nos deux peuples et entre nos dirigeants, à commencer par nos deux présidents. Aujourd'hui, avec cette visite, ça nous donne l'occasion de continuer donc, de travailler sur la coopération qui unisse nos deux pays. Et c'est évident que vous imaginez que nous avons beaucoup de points en commun donc, à développer donc, ensemble et ce sera l'objet des discussions que nous allons avoir toute la journée d'aujourd'hui. Direction la résidence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour un tête-à-tête entre les deux personnalités. Un mot des activités de la première dame de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara était hier à Sonvoué, village situé dans le centre du pays. La première dame a assisté à l'inauguration de la nouvelle chapelle Notre-Dame de Toute-Grâce. Cet édifice religieux catholique est un don du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Les moments forts de cette cérémonie avec Mahama Traoré. Quelques kilomètres de bitume relient désormais le village d'Assoumvoué, dans le département de Toumoudi, à l'autoroute du Nord. Une fois à l'entrée du village, un autre ouvrage attire l'attention. Il s'agit de la toute nouvelle chapelle Notre-Dame de Toute-Grâce, un don du vice-président Daniel Kablan-Duncan et de son épouse Clarisse, native du village. La consécration du nouvel édifice religieux s'est faite en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Célébrant la messe de consécration, Monseigneur Alexis Touably a insisté sur le lien que chaque chrétien catholique devrait entretenir avec son Église. Je suis émerveillé devant l'éternelle jeunesse de l'Église, une jeunesse bimillénaire qui se renouvelle sans cesse et qui la maintient toujours jeune, toujours forte, toujours solide, toujours splendide. Ô Sainte Église, mon amour.
catholiques, aimez votre Église et soyez fiers d'être catholiques. La chapelle Notre-Dame de Toute-Grâce d'Assoumvoué a une capacité de 1100 places assises. Sa construction a été initiée par la paroisse Saint-Michel de Toumaudi, une initiative à laquelle le couple Duncan n'est pas resté insensible. Comme le disait Mère Teresa, et je cite, « Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on donne. Il faut faire de petites choses, mais avec un immense amour. » Fin de citation. C'est un peu de ce que mon épouse Clarisse et moi avons voulu essayer de faire pour traduire à travers cet édifice notre humble reconnaissance pour tous les bienfaits de Dieu. Notre vœu le plus ardent est que s'accomplisse pour ce village et les autres villages ici représentés au-delà cette promesse figurant dans le livre de l'Exode où Dieu dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » La chapelle d'Assoumvoué comprend également un presbytère et une grotte mariale inaugurée par la première dame Dominique Ouattara. Elle invite les fidèles catholiques du village à prendre soin de l'édifice. Nous venons d'assister à la consécration et la bénédiction donc, de la chapelle d'Assoumvoué qui est devenue maintenant église. Et ça, c'était une très belle nouvelle. Je voudrais donc les remercier pour leur accueil très chaleureux et remercier surtout Monsieur le vice-président et son épouse, Clarisse Duncan, qui ont offert ce joyau architectural à la population d'Assoumvoué. Et leur dire que vraiment, je sais qu'ils en prendront grand soin. Et c'était magnifique, c'était une très belle cérémonie et c'était très sympathique. La première dame de Côte d'Ivoire n'est pas repartie d'Assoumvoué sans laisser des traces de générosité aux populations et à l'église du village. Elle a offert du matériel agricole, des dons en vivres et en espèces pour un coût global de 51 millions de nos francs. Autre bonne nouvelle, l'engagement pris, séance tenante, par Monseigneur Alexis Touabli, d'ériger la chapelle en une paroisse, chose qu'il promet de matérialiser dans les meilleurs délais par la nomination d'un prêtre. Voilà un reportage de Mama Traoré commenté par Abiba Dambélé Saoui. On poursuit avec cette journée nationale de prière au profit de l'école ivoirienne. De nombreux fidèles catholiques et musulmans se sont retrouvés respectivement à la paroisse Saint-Jean et à la mosquée d'Adjien dans la commune de Cocody. Ils ont prié pour un climat sain et apaisé dans l'école ivoirienne. Walter Amadou Ouattara. À l'approche des congés scolaires, des élèves s'autorisent à prendre le repos plutôt que celui prévu par le ministère. Cette situation perturbe les cours et handicape ceux qui désirent suivre le programme officiel. Pour une école paisible en cette fin d'année et surtout pour une année scolaire 2018-2019 réussie, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a décidé d'inviter les apprenants à une prise de conscience collective. La 8e édition de la journée de prière pour une école ivoirienne, un cadre bien indiqué. Que Dieu accorde son soutien aux élèves et au personnel pour que le civisme et l'engagement de tous pour une école de qualité soient réels. La paroisse Saint-Jean et la mosquée d'Adjien dans la commune de Cocody ont été les lieux choisis à Abidjan pour abriter cette journée de prière. Des conseils au cœur de cette initiative. Les réseaux sociaux ne sont pas en fait une maladie, mais c'est l'exagération, l'excès. S'il y a un équilibre, il n'y a pas de problème. J'invite aussi les jeunes, pendant le temps scolaire, il faut travailler. Pour qu'un jour, lorsque vous serez vieux, votre labeur travaille pour vous. En priant pour l'école ivoirienne, les imams prient pour les futurs cadres de notre pays, car une école bien protégé par Dieu, sortira forcément des excellents étudiants. Les élèves disent avoir bien compris les prières et recommandations à leur égard. Je suis prêt à changer avec tout ce que j'ai entendu. Je promets de meilleurs résultats à mes parents. Les congés de Noël et de Nouvel An sont fixés du vendredi 21 décembre 2018 après le cours du soir au dimanche 6 janvier 2019 inclus.
Autre actualité, la Côte d'Ivoire prépare activement sa migration du système analogique vers la télévision numérique terrestre. Le ministre de la Communication, Sidi Touré, a visité récemment le centre émetteur d'Abobo. Cette station de radiodiffusion va abriter la structure technique qui va centraliser toutes les données dans le cadre du déploiement de la TNT. Les explications de Franck Quadio. Une salle d'exploitation, celle des émetteurs, une autre pour gérer le réseau et la montée satellitaire, entre autres. La projection digitale du futur bâtiment à deux niveaux, une technique et une administrative qui centralisera les données des 4 chaînes de télé engagées dans le déploiement de la TNT, télévision numérique terrestre. Les travaux lancés le 8 août dernier par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, qui est justement de retour sur le site au centre émetteur d'Abobo pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. C'est un engagement que le Premier ministre nous a demandé de prendre au vu de la perspective que le président de la République a donnée pour l'ouverture de l'espace audiovisuel pour plus tard à la fin de cette année 2018. Donc nous serons dans le délai. Nous serons dans le délai, les équipements, tout ce qui est infrastructure sera disponible pour que selon le calendrier gouvernemental, le calendrier institutionnel, nous puissions faire le lancement au temps opportun que l'autorité décidera. La société ivoirienne de télédiffusion, aux côtés de l'entreprise chargée du déploiement qui concerne en tout 6 autres zones techniques, dont Yamsokro, Man, San Pedro, Korogo et Boaké, où seront installés des émetteurs relais. Le centre émetteur d'Abobo étant le centre névralgique. Nous tenons vraiment à tenir pour le mois de décembre, effectivement, couvrir Abidjan, allumer Abidjan comme on le dit, et toutes les régions d'Abidjan. Ensuite, nous progresserons pour une première partie qu'on appelle la deuxième phase, donc qui va concerner 7 grandes villes. À partir du site Abobo, nous allons recevoir par des flux toutes les autres chaînes, c'est-à-dire les 4 chaînes éditeurs privées, plus la chaîne publique, donc RTI. Les équipements TNT et les nouvelles infrastructures d'ici mars 2019 pour la fin de la première phase. Un projet global de 22 milliards de francs CFA. Rappelons que l'objectif final est au plus tard, en juin 2020, d'achever la migration vers la TNT, à l'instar de tous les pays africains émettant en bande VHF. Un déploiement final qui permettra de plus à la société ivoirienne de télédiffusion de disposer en tout de 35 centres émetteurs. Direction la région nord du pays, le château d'eau de Koro, dans le département de Kouto, a été officiellement mis en service. À noter que la réalisation de cet ouvrage de plus de 150 millions de francs CFA s'inscrit dans le cadre du programme Eau pour tous. Ce plan vise à améliorer les conditions de vie des populations de Côte d'Ivoire. Les précisions de Kader Sogodogo de RTI Boaké. Comme tous les matins, Pigby et Koukounia se rendent au Marigot pour satisfaire les besoins en eau de leur famille. Une corvée dévolue d'ailleurs à toutes les femmes du village de Koran, situé à quelques 22 km de Kouto dans la Bagoué. Une eau impropre à la consommation et pourtant depuis des lustres, il aura fallu faire avec. Ce détour au Marigot des deux dames est certainement le dernier. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a effectué environ 800 km depuis Abidjan pour venir ouvrir les vannes qui donnent désormais accès à l'eau potable aux populations de Koro. Toute chose rendue possible grâce à la réalisation d'un château en polyester et surtout un forage qui produira 12 mm3 d'eau l'heure. Un jour nouveau s'est donc levé pour les populations de Koro. Il n'est pas rare dans nos régions d'entendre dire pendant les saisons sèches que la fièvre typhoïde a fait des dégâts parmi les jeunes élèves. Les marigots sont infestés et quelquefois sont la cause de ces mortalités. Vous avez dit l'eau est source de vie et je m'empresse de dire l'eau potable est aussi source de bonne santé. Dès son accession à la magistrature suprême, le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé une place de choix aux besoins primaires des populations. À ce titre, le programme Eau pour tous a été mis sur pied. Il atteindra les hameaux les plus reculés du pays. Le gouvernement s'y attelle. On ne dira jamais assez, l'eau est source de vie et le président de la République, le Premier ministre, nous charge de faire en sorte que
cette eau qui donne la vie puisse être distribuée à toutes les populations pour qu'elles conservent la vie, mais elles conservent la vie avec la santé. Balafon, chants et danses ont traduit le bonheur qui anime désormais les populations de Koro. Tronçon à couper Kotobi, le pont de la rivière Yafo, bientôt réhabilité. Cet ouvrage s'était effondré en juillet dernier pendant les grosses pluies. L'inspecteur général de l'État, Théophile Awandoli, a donc procédé récemment au lancement des travaux de réfection. Coût total, 28 milliards de francs CFA. Le point avec Herman Guivet. Par ce coup de pioche donné ici par l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli, les travaux de réhabilitation du pont de la rivière Yafo sur le tronçon à couper Kotobi viennent ainsi de démarrer. Ce pont, il faut le rappeler, avait cédé sous les pluies diluviennes du 25 juillet dernier qui se sont abattues sur la localité. C'est une route extrêmement importante qui avait été dégradée sur tous les tronçons. On a fait la route à Zopé jusqu'à Bengourou, à Imbirekrou, donc c'est parti. Il y a cette bretelle qui également dessert le Moronou, l'Ifou et même le Nzi. Donc c'est extrêmement important. Et cette route était presque terminée quand, suite à des pluies diluviennes, le pont a sauté. Écoutez, s'il n'y a pas de pont, on ne peut pas utiliser cette belle œuvre. Et le président de la République a bien voulu accepter qu'on fasse ce pont. Selon l'inspecteur général d'État, pendant la réhabilitation du tronçon à couper Kotobi, le pont Yafo, jugé encore en bon état par les techniciens, n'avait pas été inclus dans les travaux. Avec cette réflexion, c'est 1 milliard de francs CFA qui s'ajoute sur la facture de la réhabilitation qui coûtait déjà 27 milliards de francs CFA. L'opérateur technique qui a déjà commencé les travaux entend les livrer dans 3 mois. Le niveau de la route va être considérablement rehaussé de manière à assurer, après que le Bénet ait pu faire ses études, assurer le débit des grandes crues qui pourraient survenir par la suite. C'est un ouf de soulagement pour la population de cette localité. La rupture de ce pont a des répercussions énormes sur le transport, les activités économiques et les activités agricoles dans la zone. Notre route, disons, était en état qui faisait qu'on était quelque peu enclavé. Toute la population du Moronou est satisfaite de cette initiative. Resté impraticable pendant une dizaine d'années, c'est en juillet 2016 que les travaux de réhabilitation de la voie à couper Bongouanou ont été lancés par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, alors Premier ministre. Ouverte à la circulation il y a à peine 1 an, la joie des véhicules de transport et des usagers de la route venant d'Abidjan pour se rendre dans la région du Moronou n'a été que de courte durée. Ils sont obligés aujourd'hui de faire un grand détour par Bonaouin et Ara, un tronçon aussi en état de dégradation avancée. Voilà des précisions de Herman Niamien. La France et l'Union européenne aux côtés de la nouvelle pharmacie de santé publique. Leurs ambassadeurs ont effectué récemment une visite au sein de cet établissement dans la commune de Marcory. Les précisions de Olivier Iriebi et Gabriel Zani. Régulation, disponibilité, accessibilité aux produits de santé de qualité sur l'étendue du territoire national. Tels sont les défis pharmaceutiques que les ambassadeurs de France et de l'Union européenne en Côte d'Ivoire veulent réaliser aux côtés du gouvernement. En vue d'atteindre ces objectifs, une visite est initiée par les 2 diplomates dans les locaux de la nouvelle pharmacie de la santé publique, PSP. Les questions de santé sont au cœur des préoccupations sociales. Et dans les questions de santé, la question du médicament. Donc cette visite, c'est l'occasion de rappeler notre engagement collectif sur les questions de santé. La nouvelle pharmacie de santé qui est un produit essentiel dans la pyramide de santé. Le stock qui a monté de 2,4 milliards CFA en 2013 à 21,2 milliards francs CFA en 2017, c'est énorme. Et surtout la disponibilité des médicaments aussi, de 23% à 89%.
pour accroître les performances de la PSP en charge de l'approvisionnement en médicaments dans les établissements sanitaires publics. Des dispositions ont été prises par les gestionnaires, notamment la création d'agences régionales à l'intérieur du pays, le renforcement du réseau de distribution et la lutte contre les médicaments de la rue. La réponse la plus pertinente dans le cadre de la lutte contre les faux médicaments, c'est la couverture maladie universelle. La couverture maladie universelle va prendre 70% du coût des médicaments. Vous n'aurez plus personne qui fera une démarche vers les étals de médicaments puisque les médicaments seront accessibles et à très moindre coût dans les structures qui sont réglementées. Créée en octobre 2013, la nouvelle PSP exerce une mission de service public à caractère social. Depuis plus de 3 ans, grâce à l'appui de la France et de l'Union européenne, à travers le financement du contrat de désendettement et de développement C2D et du Fonds européen de développement, plus de 21 milliards de francs CFA ont été mis à la disposition de la PSP pour un meilleur fonctionnement. Toujours au chapitre santé, la présentation du plan de développement des ressources humaines 2018-2022. Ce document vise entre autres à assurer une meilleure couverture médicale dans tout le pays. Les explications de Patricia Omouetia. Utilisation rationnelle des ressources humaines de la santé, amélioration de la production, de la gouvernance et du financement de ces ressources, autant de mécanismes baptisés Plan de développement des ressources humaines pour la santé 2018-2022. Un plan élaboré et présenté par les partenaires de la santé au ministre Aka Oulé. L'idée, contribuer à combler le déficit des ressources humaines du système sanitaire ivoirien. Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ce programme doit servir de boussole pour tous les acteurs de la santé. Les individus en bonne santé sont plus productifs, gagnent davantage, épargnent davantage, investissent davantage, consomment davantage et travaillent plus longtemps. Il n'y a pas de développement sans une population en bonne santé. Mais aussi, il n'y a pas de population en bonne santé sans un système de santé résilient. Or, la résilience du système de santé repose fondamentalement sur des ressources humaines de qualité et en quantité suffisante, motivées, responsables. Le plan de développement des ressources humaines pour la santé 2018-2022 a pour objectif de corriger également les inégalités dans la répartition des ressources humaines en santé sur l'ensemble du territoire national. La Côte d'Ivoire veut accroître sa participation à l'économie mondiale. Et pour atteindre cet objectif, il faut d'abord améliorer ses pratiques commerciales dans un cadre harmonisé avec notamment les 7 autres pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le point avec Lanciné Bakayoko. La 11e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce tenue en décembre 2017 en Argentine avait traité principalement de la pêche et des droits de douane. Tous les accords et dispositifs conclus à ce sujet s'articulent autour de 3 points. Le premier, c'est l'examen de la politique commerciale commune de l'UEMOA. Le deuxième, c'est la 11e conférence ministérielle. Et le troisième, c'est le 6e examen de l'aide pour le commerce, qui aide essentiellement nos pays en développement à s'insérer dans le tissu international du commerce. Les enjeux sont extrêmement importants parce que, vous savez, dans le contexte actuel de la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges de l'OMC et surtout des négociations actuelles portant sur la zone de libre-échange continentale, il est extrêmement important pour la Côte d'Ivoire de définir ses positions. Afin d'assurer un équilibre général en termes de gouvernance économique, d'accès au marché et d'équité dans le règlement des différends commerciaux, la Côte d'Ivoire opte pour une approche par consensus. Il s'agit de permettre aux plus faibles du point de vue économique de participer efficacement à l'élaboration des règles du système commercial multilatéral devant réguler les marchés des biens et services. Les priorités pour la Côte d'Ivoire sont la transformation de nos produits agricoles pour avoir des produits à forte valeur ajoutée, pour pouvoir s'insérer mieux dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. Et puis, il s'agit aussi d'attirer les investissements directs étrangers. Il y a aussi la promotion des exportations aussi qu'il faut que le produit qu'on va pouvoir transformer soit exporté sur des marchés porteurs. En 2017, l'excédent commercial de la Côte d'Ivoire s'est situé à 1 708 milliards, en hausse de 30% par rapport à 2016.
Quelles opportunités de financement pour les petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire? Les établissements financiers ont réfléchi récemment à cette question. C'était lors de la 3e édition du Forum économique La finance s'engage. On en parle avec Noagnagno Sakalou. La finance s'engage. Un forum annuel. Son objet, booster l'accès au financement des petites et moyennes entreprises, les rendre prospères et compétitives. C'est le 26 novembre 2016 qu'il a vu le jour. Ce forum est à sa 3e édition avec pour menu faire l'état des lieux des 2 dernières éditions et rechercher les solutions aux contraintes de l'écosystème financier en Côte d'Ivoire. Commençons par visiter les acquis après ces 2 éditions. Il n'y avait pas de dialogue entre les PME et les banques. Aujourd'hui, les banques sont présentes, donc c'est déjà cette mobilisation, une prise de conscience des banques, la nécessité de s'ouvrir davantage aux PME. Le deuxième élément, c'est la création des départements de PME. Parce que le financement d'une PME n'est pas la même chose que le financement d'une grande entreprise. Nous avons lancé en fait l'année dernière le confirming qui consiste en fait à financer les PME qui travaillent pour les grandes entreprises, qui sont leurs sous-traitants, sont leurs fournisseurs. Et nous avons mis en place un produit qui s'appelle le confirming pour les soulager en matière de trésorerie. Mieux, les pouvoirs publics ont mis en place une agence dédiée. Aujourd'hui, la question des PME se retrouve dans l'agroalimentaire, elle se retrouve dans les infrastructures, elle se retrouve dans les bâtiments, elle se retrouve dans le tourisme. Donc si par exemple nous sommes capables, par exemple, en tant que gouvernement, en tant que structure étatique, nous sommes capables d'encourager que davantage de PME, mais lorsqu'il s'agit de projets de construction de ponts, lorsqu'il s'agit de projets où on va faire les routes, lorsqu'il s'agit d'un projet de transformation de la NACAD, mais qu'au cœur de tous ces projets-là, que les PME deviennent le pilier central. Donc lorsqu'on est capable de bâtir nos projets de développement économique autour de la question des PME, mais on est certain que de façon indirecte, nous contribuons à booster le développement de ces PME-là. Seulement voilà, malgré ces avancées, le manque de confiance demeure. Malgré l'évolution favorable du financement et le respect des engagements, l'accès et le coût du financement demeurent, selon les entreprises, les principaux obstacles à leur croissance. Acteurs financiers et PME s'accordent à reconnaître un obstacle principal à l'accès des financements aux PME. Le manque de confiance qui relève de la problématique de l'asymétrie d'information. Une des pistes de solutions, la diffusion d'informations justes et la formation des dirigeants. La Banque mondiale s'associe à la recherche de solutions idoines. Renforcer la communication entre le groupe de la Banque mondiale et les institutions financières afin de chercher des solutions ensemble de façon continue. Et ensuite, veiller à ce que les produits soient également communiqués de manière adéquate à la population. Voilà qui permettra de passer de la volonté aux actes, parce que la mise en œuvre des réformes bancaires risque de corser l'accès des financements aux PME. Pour terminer, l'essentiel de l'actualité internationale. Au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré est entendu aujourd'hui par la justice dans l'affaire du coup d'État manqué de 2015. L'Ouganda, endeuillé par un naufrage sur le lac Victoria. Et enfin, au Royaume-Uni, le Premier ministre Theresa May devant le Parlement. Au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré comparaît ce lundi 26 novembre devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Accusé entre autres d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires, l'ex-chef d'état-major particulier de l'ancien président Blaise Compaoré est présenté comme le cerveau du coup d'État avorté contre la transition en septembre 2015. À l'ouverture du procès, l'un de ses avocats avait déclaré que le général Gilbert Diendéré tenait à s'exprimer afin que le peuple burkinabé sache la vérité. Environ 30 personnes ont été tuées dimanche dans le naufrage de leur bateau sur le lac Albert dans l'ouest de l'Ouganda, selon le commandant de la police locale, John Rutagira. Les passagers dansaient et certains étaient saouls. Le bateau était surchargé avec 45 personnes à bord. Tous des membres de l'équipe de football et des supporters locaux de l'équipe se sont regroupés du même côté du bateau, ce qui l'a fait basculer. Il a chaviré et environ 30 personnes se sont noyées. 15 personnes ont été secourues par la police et des pêcheurs. Les 27 chefs d'État de l'Union européenne ont validé à Bruxelles l'accord conclu avec Londres sur le Brexit. Theresa May,
La première ministre britannique a rejoint ses homologues après le vote pour une réunion de travail consacrée aux étapes futures. L'Espagne a obtenu des garanties de dernière minute sur l'avenir du territoire du Gibraltar, donnant le feu vert au sommet. La première ministre britannique doit encore convaincre les élus de son pays avant la ratification à la mi-décembre. Voilà, on faisait le point avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Merci de nous avoir suivis.